Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. La Gaule a été conquise par Jules César. Mais la tribu gauloise des Parisis, qui donnera son nom à notre capitale vers 310, résiste. César dit à son général Labienus « Va combattre ces irréductibles Gaulois ». En quelques jours, les légions romaines remportent la victoire. La bourgade gauloise devient Lutèce, une grande cité, avec son forum, ses théâtres et amphithéâtres pour les jeux du cirque, et des thermes aussi luxueux que ceux de Rome. On s'y plonge dans l'eau chaude, puis dans l'eau froide, au risque d'attraper un gros rhume. Mais la paix dure peu de temps. Viennent les barbares, puis les Vikings, qui ravagent la cité pendant plusieurs siècles. Les années ont passé. Le royaume est dirigé par le roi Louis IX, un homme très pieux. Il a acheté une vingtaine d'objets saints liés à la crucifixion de Jésus à Jérusalem, dont la couronne d'épines qu'il portait sur la tête. Pour les abriter, le souverain fait construire la Sainte-Chapelle, une église magnifique qu'il inaugure le 26 avril 1248. Il y a beaucoup de gens autour de lui. Regarde, le roi arrive portant sur un coussin en velours les précieuses reliques. Il va les déposer au centre de la chapelle et tout le monde pourra les admirer. Non loin de là, une autre église est en construction. C'est le chantier de Notre-Dame. Chef-d'œuvre de l'art gothique, la cathédrale se dresse majestueuse dans l'île de la Cité, avec ses 3 portails, ses tours, ses arcs-boutants, ses vitraux multicolores et ses gargouilles monstrueuses qui font peur aux enfants. Le 18 mars 1314, les Parisiens se rassemblent sur le parvis pour entendre la condamnation au bûcher des derniers Templiers. Ces moines chevaliers très riches avaient déjà prêté beaucoup d'argent au roi de France, qui ne voulait pas les rembourser. À la nuit tombée, on entend leur chef, Jacques de Molay, crier « Maudits, maudits, tous maudits !» La malédiction touchera les derniers rois capétiens. Après eux, régneront les Valois, puis les Bourbons. Depuis sa création, en 1253, l'université de la Sorbonne accueille les étudiants qui travaillent beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les cours commencent à 5 heures du matin. Tu te rends compte? Au programme, grammaire, astronomie, mathématiques et musique. Le 15 mai 1635, Richelieu, qui remplit les fonctions de Premier ministre du roi Louis XIII, descend de son carrosse avec sa calotte et sa robe rouge de cardinal. Qu'est-ce qu'il vient faire? Un témoin raconte, il se dirige vers le maître-autel et, muni d'une truelle en argent, oui, en argent, il pose la première pierre de la chapelle de l'université. Chapelle que l'on peut toujours admirer. Louis XIV, celui que l'on surnomme le roi Soleil, succède à son père Louis XIII. Même s'il habite Versailles, il n'abandonne pas pour autant Paris, sa capitale. Comme il fait beaucoup la guerre et qu'il y a de nombreux blessés, il décide de construire un grand bâtiment pour les soldats de ses armées. Qu'ils soient blessés, âgés ou malades, tous sont invalides, d'où son nom, l'Hôtel des Invalides. C'est un hôpital, mais aussi une sorte de maison de retraite qui accueille ses premiers pensionnaires en 1674. Aujourd'hui, l'hôpital est toujours en activité. Le musée de l'armée y a été installé. L'église, reconnaissable à son dôme couvert de feuilles d'or, brille sous les rayons du soleil. Elle abrite maintenant le tombeau de Napoléon. Au fil des siècles, les rois de France ont rassemblé dans leur résidence officielle du Louvre des œuvres d'art. En 1793, en pleine Révolution française, les nouveaux dirigeants du pays décident d'y créer un musée. Rebaptisé Musée Napoléon en 1803, il est totalement réaménagé et devient le plus prestigieux du monde. L'empereur lui-même, accompagné du directeur du musée Vivant Denon, s'y promène souvent. Comme lui, toi aussi, tu peux y voir aujourd'hui accrochés au mur des tableaux à sa gloire. Le Sacre, par exemple, peint par David. As-tu idée du nombre de personnes représentées? 50? 80? Il y en a plus de 100. Mais déjà la France et Paris plongent dans de nouvelles révolutions.
1830-1848. En février 1871, un conflit entre les Prussiens et la France provoque la chute de Napoléon III. Après ce désastre, une guerre civile éclate entre le nouveau gouvernement et les Parisiens qui prennent les armes, construisent des barricades et se proclament Commune de Paris. Le mardi 23 mars au soir, les insurgés décident d'incendier Paris. Imagine-toi, le ciel s'embrase d'une immense lueur rouge, comme si toute la ville s'allumait. L'hôtel de ville, les Tuileries, le Palais Royal partent en fumée. Le 28 mai, c'en est fini de l'insurrection. Le sang a coulé, Paris est défiguré. L'exposition célébrant le 100e anniversaire de la Révolution permet de rebâtir la capitale. L'ingénieur Gustave Eiffel construit une tour métallique de plus de 300 mètres de haut sur le Champ de Mars. Le 6 mai, c'est l'ouverture. Dès la première semaine, alors que les ascenseurs ne fonctionnent pas encore, 30 000 visiteurs grimpent à pied les 1710 marches qui mènent au 2e étage. De là-haut, quelle vue magnifique! Journalistes, poètes, écrivains saluent ce mât qui, sur la ville immense, la nuit, projettera ses feux. Le soir venu, tous vont faire la fête. Cette année-là, 2 millions de personnes auront découvert d'en haut le panorama exceptionnel de Paris. Depuis cette date, c'est plus de 250 millions de personnes qui sont montées au sommet, plus de 4 fois la population française. Au pied de la butte Montmartre se trouve un étrange moulin aux ailes toutes rouges et dans le jardin, un gigantesque éléphant. C'est un cabaret, inauguré en 1889, qui très vite devient à la mode. Au Moulin Rouge, on voit des danseuses qui exécutent une toute nouvelle danse, le Franche-Cancan. Elles lèvent la jambe très haut et terminent par un grand écart, sous les applaudissements d'un public enthousiaste. Elles portent de drôles de noms qui font bien rire. La Môme Fromage, Grille d'égout, Nini Patte en l'air et la Goulue, l'amie du peintre Toulouse-Lautrec. Aujourd'hui encore, les spectacles attirent beaucoup de monde. En 1940, la France est envahie par les armées de l'Allemagne nazie. Après 4 ans d'occupation, le 25 août 1944, l'espoir renaît à Paris. Les Alliés entrent dans la capitale. Les gens chantent dans les rues et les enfants découvrent un drôle de bonbon américain, le chewing-gum. Ça colle aux dents, mais c'est rigolo. On peut faire des bulles. Le lendemain, le général de Gaulle, chef de la France libre, se rend place de l'Étoile et ranime la flamme du soldat inconnu, un combattant anonyme de la Première Guerre mondiale qui repose sous l'Arc de Triomphe depuis 1920. Il prononce un discours devenu célèbre. Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Avec ses armées et tous les résistants, il défile sur les Champs-Élysées sous les hurrahs des Parisiens.